Et aussi longtemps qu'on est encore là, j'ai trouvé ça très bien, que je pouvais toujours demander encore mon père. Alors, papa, qu'est-ce que tu penses? Ils viennent maintenant avec un nouveau projet de loi. Est-ce qu'ils sont déjà venus avant? Et quelquefois, il disait, maintenant mon fils me donne tous ces paquets avec des lois qui viennent de dehors à peu près. Moi, je travaille sur ça, je lui dis ce qu'il y a dedans. Alors on est un teamwork. Et je crois que ça, c'est un avantage de la monarchie. Et c'est peut-être aussi, on pense plus dans des générations, des dizaines d'années. Il a déjà mon petit-fils qui a 19 ans. Alors, il est déjà un peu intégré quand il est là, dans les discussions et tout ça. Et je crois que ça, c'est un avantage pour un État, cette continuité d'une certaine façon. Parce que dans la démocratie, on a toujours un peu le problème que c'est beaucoup de choses à court terme pour les prochaines élections. Et là, ça introduit quelque chose de grand. Il faut toujours trouver un compromis, on peut donner des advice, des conseils, oui, au gouvernement, aux politiciens, aux partis. Est-ce que vous avez pensé à ça ou ça? Juste votre petit-fils, j'ai vu un article il y a 2-3 jours, on dit qu'il pourrait être le futur roi d'Écosse. Si jamais l'Écosse devenait indépendante, apparemment, il y a un lien. Et donc, vous avez vu ça? Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. Vous êtes au courant et qu'est-ce que vous en pensez alors? Mais c'est quoi le lien exact? C'est pas très réaliste parce que par son épouse, qui est une duchesse de Bavière, Oui. alors ça vient par cette ligne de Bavière. Ils sont descendus des Stuarts. Les Bavières ont marié dans les Stuarts et vice-versa, je crois. Et puisque les Stuarts ont été finis en Écosse, c'est en somme, serait passé Bavière. Et puis, puisque le duc de Bavière seulement des filles maintenant, puisque mon fils a marié la fille aînée, on peut dire, ah, ça passe. Non, mais c'est pas très... Mais personne ne réfléchit à ce scénario, officiellement. Non. On est très heureux comme ça. Ça vous suffit alors. Bon. Y a-t-il des questions, nos amis? Oui, confrères, oui, après. Est-ce que vous avez à une époque où l'institution présidentielle française semble mise à mal, est-ce que vous avez des conseils ou des observations à formuler quand vous observez notre État? Quand j'étais déjà à l'école primaire, j'ai même bagarré. Et moi, j'ai trouvé toujours assez intéressant quand on a eu des discussions assez fortes où il y avait, on se bagarrait avec les, je me suis bagarré presque avec les politiciens. Et puis alors, j'ai passé des choses qu'ils ne voulaient pas passer au Parlement, par la démocratie directe et comme ça. Mais on est toujours après, on est toujours devenus amis après. Mais le conflit, naturellement, est toujours un peu là quand on a différentes opinions. Et moi, j'avais toujours un style très ouvert. Alors, quand il y a quelque chose qui ne me plaisait pas, je le disais très ouvertement. C'est dans nos journaux, j'écris des lettres, comme on dit, lettres comme ça. Que chacun peut écrire. Si les journaux ne voulaient pas publier quelque chose que je dis, alors je l'ai écrit comme ça. Et comme ça, c'était toujours un peu un style un peu très ouvert. Et mon fils aîné, il est plus diplomatique. Alors, c'est un peu un changement, je veux dire, de style, mais c'est peut-être aussi nécessaire. Du point de vue de la France, je crois
qu'un système résidentiel a un certain avantage. Si je compare la 4e République avec la 5e République, je crois que ça donnait plus de stabilité. Alors, quand on voit combien de changements il y avait dans la 4e République, dans le gouvernement, ça donnait à la France plus de stabilité. Et quand je regarde les États-Unis, c'est aussi un monarque qui est avec une légitimation démocratique. C'est quelque chose que j'ai aussi introduit au Liechtenstein, parce qu'on m'a dit, vous n'avez pas de légitimation démocratique. Je dis bien, monarchie héritière c'est difficile, mais avec 50% de la voix et une voix, vous pouvez abolir la monarchie demain. Et c'est fait ce changement. Et moi je crois que ça donne une certaine monarchie ou bien avec démocratie, mais elle doit avoir toujours quelque chose un peu à dire. Si c'est seulement représentatif, ça n'apporte pas beaucoup. Alors il faut avoir un monarque qui a encore un certain pouvoir. Mais naturellement, de ce temps, on vit dans une époque démocratique et j'espère que ça va aussi être dans le futur, parce que je crois que c'est important. Il faut avoir pour un monarque, même s'il est héritier, comme chez nous, plus ou moins le soutien de la majorité du peuple. C'est comme ça que moi je vois. Monseigneur, j'ai hésité entre deux questions, donc j'espère que l'autre on vous la posera après, sur la politique de défense, parce que dans votre texte très intéressant, vous répétez plusieurs fois, je comprends parfaitement, à quelle fonction vous voyez l'État obligé d'exercer son autorité. Donc vous en citez 3. Alors, la défense n'est pas, vous en parlez un peu. Pour le Liechtenstein, évidemment, la vision des choses est sans doute différente de pays comme la France dans la situation internationale actuelle, mais je ne vais pas traiter ça. Ce qui m'interpelle, c'est un mot affreux, c'est vraiment le fait qu'il y a, vous savez, en France, vous parlez de la dette, l'énorme endettement dû aux prestations sociales, à la politique sociale, qui est en très grande partie financée par les assurés, mais c'est l'État, je dirais, le plus souvent la nôtre. Alors, je voudrais avoir votre opinion là-dessus. Déjà, aux États-Unis, on a un système par rapport à la France extrêmement privatisé, avec néanmoins un financement public pour une partie minoritaire de la population. Qu'est-ce que vous voyez pour l'Europe, par exemple, pour l'Europe de l'Union européenne, comme système pour financer la politique sociale, qui, je répète, pour nous, est la plus grosse charge en ce moment? Merci. Chez nous, puisqu'on est très petit, on peut le financer de nos impôts qu'on élève. Et je crois qu'une des raisons pour que le Liechtenstein n'a pas, la plupart des années, pas de déficit, l'année dernière, c'était depuis longtemps qu'on avait un déficit, mais la plupart, on a des réserves assez grandes, c'est que on a peut-être moins de dépenses sociales parce que on est plus proche des problèmes. Alors on peut le résoudre plus proche et il y a moins de dépenses quand on bâtit ces systèmes sociaux sur un grand pays, c'est plus difficile de contrôler ces dépenses. Et c'est aussi un problème avec la politique qui achète aujourd'hui dans une démocratie les votes par toutes sortes de bienfaits sociaux. Ce qui fait part que d'une partie, les dépenses de l'État sont plus grandes que les recettes qu'il reçoit, il y a plus de dettes et tout ça, ça va de plus en plus dans une direction qui tourne. Chez nous, on ne peut pas faire, on a le franc suisse, alors on ne peut pas faire notre argent nous-mêmes.
Et il faut avoir... alors on a aussi un contrôle sur le niveau des villages, des communautés chez nous, sur les dépenses locales, sociales. Alors on a une meilleure situation parce que ça vient vraiment chez celui qui a des difficultés d'argent, de social, qui ne pas assez d'argent, c'est plus direct. Ça, je crois, ça c'est un avantage qu'on a comme petit pays et aussi dans un pays assez décentralisé. Si on a tout le système social plutôt au niveau pas du pays très centralisé, mais plutôt au point de vue local. Et aussi ce que nous on a pour la retraite, on a un système qui est parti payé aussi un peu par l'État pour tout le monde, ça c'est obligatoire. Et là il y a ceux qui font qui reçoivent plus d'argent, qui font plus d'argent, qui reçoivent plus qui sont plus riches, ils payent plus dedans que les autres. Et puis alors on a le système point de vue des sociétés, que ça c'est aussi obligatoire, plus ou moins. C'est quelque chose où on a les financements de retraite, point de vue privé des sociétés, et aussi privé, point de vue individuel. Alors on est chez nous trois trois sœurs, et ça nous donne, je crois, une assez bonne situation. C'est aussi la raison qu'on n'a pas autant de dépenses du point de vue social. C'est un peu comme le même système, un peu comme la Suisse. On a plus ou moins copié le système suisse. Justement, si mes souvenirs sont exacts, récemment on a publié des résultats concernant les pays qui se portent le mieux économiquement, et la Suisse, pour la 6e année consécutive, est numéro 1. Un taux de chômage qui est à 2%, un peu moins, une qualité de la vie exceptionnelle, un pays, une vraie démocratie, des gens qui vivent bien. Est-ce que finalement les Européens, les Français en particulier, qui se moquent toujours des Suisses, feraient bien de s'inspirer des Suisses? Oui, je crois. Si on pourrait refaire l'Europe, il faudrait le refaire un peu comme la Suisse. Alors, on pourrait encore enlever quelque chose à la Suisse, il y a là encore quelque chose, des petites choses qu'on pourrait refermer, mais je crois que la Suisse est un bon exemple parce que vous avez là plus ou moins 4 langues, et il vit en paix depuis assez longtemps, différentes religions, tout ça, ça marche assez bien. Et pour moi, c'est un modèle. Ça aurait été un modèle pour l'Union soviétique. Une fois, j'ai proposé à un représentant de l'Union soviétique, et dans les années 84, je crois. Il a dit oui, ce serait bien, mais c'est pas possible. Lilo Miango, journaliste congolais, magazine Ngambo na Ngambo, il y a un de vos sujets, un jeune à Loisère, inspire beaucoup des milieux des jeunes Africains. Et ces milieux des jeunes Africains sont pris dans un engrenage de violences, de confiscation d'avenir. Bon, apparemment, vous aurez dit que vous envisagerez de faire un pont entre votre principauté et certains pays africains, pour ne pas dire des milieux africains. Mais quelles pistes vous pouvez nous donner par rapport à ces jeunes-là, par rapport à votre conception de l'État? Je crois qu'en Afrique, la plupart des pays africains sont très divers du point de vue langage, le peuple et tout ça. Et là, je crois aussi on aurait mieux fait, quand il y avait eu la décolonisation, on a pris des systèmes qui s'étaient
réorienter aux États coloniaux qui étaient très centralisés. C'est l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Portugal et tout ça, la Belgique, qui était plutôt centralisé. On aurait dû faire quelque chose de beaucoup plus décentralisé. Et aussi, malheureusement, on n'a pas, du point de vue temps colonial, on n'a pas investi assez dans l'éducation. Et ce qui était plus difficile alors de vraiment dans le développement économique de l'Afrique. Bien que l'Afrique est très riche. Et ça, c'est malheureux parce que quand on regarde, on voit dans l'économie moderne, vous devez avoir moins et moins de main-d'œuvre pas bien éduquée. Vous devez avoir une main-d'œuvre bien éduquée, et ça c'était aussi un avantage au Liechtenstein. Déjà, quand certaines, la population ne comprenait pas que le prince régnant, au commencement du 19e siècle, avait introduit un système scolaire obligatoire, et ils ont dit pourquoi nos enfants doivent apprendre à lire et à écrire et à calculer, ils doivent travailler à la ferme. Heureusement, ils ont étrange ça. Mais ça, c'est sûrement quelque chose en Afrique on devrait vraiment regarder que ça avance du point de vue de l'éducation, spécialement primaire, et après aussi vocation, pas tellement même université chez nous. Aussi en Suisse, le taux des gens qui vont à l'université n'est pas tellement haut. C'est pas mal d'éducation pratique aussi comme en Allemagne, dans les usines, dans les entreprises qui doivent être là un certain temps, et alors ils font des examens. Et ça, je crois, ce serait aussi quelque chose pour l'Afrique. Monseigneur, les problèmes de migration en Europe de l'Est sont assez graves. On les voit un peu partout, en Australie aussi. Est-ce que Liechtenstein est confronté à ce problème? Et deuxièmement, quelles sont